Ok, let's go. Eh ben, je te laisse continuer sur ce que tu fais. Moi, je vais avoir pas mal de questions. On va prendre les questions du jeu de cartes et ensuite, j'ai pas mal de trucs sur les structurations de l'eau-ticket. J'ai fait un peu de l'eau-ticket moi également. Donc, Ah, waouh. j'ai beaucoup de sujets. J'en fais actuellement d'ailleurs. Je suis en train de galérer sur une offre en ce moment sur du low-ticket en cours de natation. On pourra en Ah, yes. discuter. Si tu veux. Ok. Bah, vas-y, on pourra faire un jeu là-dessus si tu veux. Let's go. Eh ben, allons-y. Je te présente le jeu de tarot. Donc, tu verras au-dessus, c'est l'évolution. C'est un peu comme l'échelle de piment dans Hot One, sur le podcast YouTube. Et ensuite, tu as deux cartes Joker. Ça veut dire que, en fonction des questions que je vais te poser, c'est soit tu es à l'aise et tu réponds, soit tu es pas à l'aise, tu as deux Jokers. Le premier Joker, c'est le flou. Tu me donnes des datas à plus ou moins 30%. Et le deuxième, c'est tu me dis, bah non, flemme de répondre, dis-moi toi. Ok, deux jokers. D'accord, ça C'est marche. ça, t'as deux Jokers. Et voilà, let's go. On va Allez, tirer. c'est parti. Donc, la première question, ça va être sur. Quand je regarde souvent ton parcours, donc moi j'ai consommé pas mal de tes contenus. Tu dis souvent que le moment où tu es devenu père, ça a été un point pivot. Euh, Quand tu as eu ton premier enfant, je sais pas si c'est une fille ou un garçon d'ailleurs, comment as réagi, comment tu t'es dit, OK, let's go, faut que j'y aille, et qu'est-ce que tu as mis en place dans les 7 jours qui ont suivi? C'est vraiment quelque chose de. Ouais, ce point pivot-là, qu'est-ce que tu as mis en place 7 jours après? Tu t'es posé sur ta feuille, tu as fait, OK, qu'est-ce que je fais? Bah, en gros, c'est tellement long le chemin, tu vois, que je dirais vraiment les 7 premiers jours, c'est juste, il faut prendre conscience que c'est possible, tu vois. C'est le déclic, à quel point est-ce que tu vas tomber sur la bonne information. Ça, c'est en général, tu tombes jamais sur les bons business au début. Les bonnes opportunités viennent toujours plus tard, tu vois, quand tu es prêt à les recevoir. Mais moi, en gros, les premiers trucs que j'ai fait, c'est aller chercher sur YouTube, faire des recherches sur quels sont les business à lancer en ligne, qu'est-ce qui marche en ce moment et tout ça. À l'époque, donc il y avait le dropshipping qui marchait bien, tu vois, 2016. Et j'ai suivi une formation gratuite de Sébastien Cerise sur OK, YouTube. Et j'ai commencé à lancer mes premières boutiques comme ça. Et donc, OK, moi, je dirais, par contre, là, si je devrais donner un conseil à quelqu'un qui démarre, c'est mets en pratique immédiatement. Et en fait, c'est par là que tu vas apprendre. C'est pas en regardant des vidéos et en essayant de lire des livres, d'être dans la théorie, parce que la théorie et la pratique, il y a deux mondes. Et donc, essaye de reprendre des conseils de personnes qui sont inspirantes pour toi, qui ont une vie qui t'inspire, et mets en pratique immédiatement. Et il faut qu'il y ait une boucle de feedback comme ça, rapide, pour que tu puisses t'améliorer le plus vite possible. le premier business que tu as lancé à succès, c'était dans la santé, si je ne me trompe pas? Non, d'abord, j'avais fait un dropshipping qui marchait bien, vente de poussettes. OK, OK, Et voilà. Et donc, en gros, puisque j'avais deux enfants quand j'ai lancé ce business-là, moi, j'ai fait trois enfants en 3 ans. Et donc, j'étais dans les poussettes. Et ça coûte cher, une poussette, quand tu regardes que tu connais pas ce milieu, c'est minimum 1 000 euros, tu vois. Et Hmm. donc, moi, je me suis dit, bon, mais je vais aller voir les fournisseurs un peu en Chine, qu'est-ce qu'il y a. Et donc, il y avait des fournisseurs qui vendaient 100 euros la poussette, qui se vendaient ici 500. Donc, moi, je la revendais à 200. Et ça avait bien marché. OK, trop bien. T'avais pas des soucis de shipping là, avec un gros produit comme ça? Ouais, il y avait pas mal de problèmes de shipping. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je les faisais venir par 10 OK, et je les vendais sur Le Bon Coin. OK, Au début, je faisais comme ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à créer ma marque. Et donc là, j'ai importé un container où j'ai mis 30 000 euros de stock. Et le problème, c'est que la petite enfance, c'est un business qui est ultra réglementé et c'est pas le truc avec lequel tu démarres, tu vois, quand tu es débutant. Et OK, donc, il y avait un gars qui m'accompagnait sur l'import, mais il a fait quelques erreurs sur l'étiquetage. Et donc, du coup, le conteneur a été refusé en douane. Il n'a pas pu OK, négocier. Et on a dû, enfin, moi, j'ai dû détruire la marchandise à mes frais, quoi. Moi, j'ai perdu OK, toutes mes économies comme ça. OK. Putain, ouais, chaud, chaud, chaud. Et après, du coup, t'es parti dans l'infoproduit, c'est ça? Ouais, je me suis fait une promesse justement de ne plus avoir à gérer de livraison et avoir un business que je maîtrise. Hmm. Même si tu maîtrises jamais à 100%, mais au moins, la vente de formation, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, putain, mais c'est un truc de fou quand même. Tu peux régler les problèmes à distance, créer des formations en ligne et les vendre. Il faut juste être bon dans le marketing.
Et en fait, ça peut vraiment générer beaucoup d'argent. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, je vais tester, quoi. Ok. Et ça a bien marché, ouais. Trop bien. C'est beau. On va détailler un peu plus après le type d'offre que tu vends et comment ça se passe. Ça, c'est la deuxième carte sur les questions. Au niveau du marché. Alors, pour contextualiser, pour ceux qui ne te connaissent pas ou ne connaissent pas ton offre, donc tu aides les coachs sur le marché francophone à vivre globalement de leur métier, de leur vente de formation. Quand il y a un coach qui te contacte donc par DM ou que tu vois quelque part, c'est quoi le signal en 30 secondes qui te fait dire ce mec, il signera jamais ou je vais perdre du temps avec lui? Est-ce que tu prends des mauvais clients? Et est-ce que tu arrives à connecter direct les patterns qui, ça va être compliqué pour eux? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein des patterns qui sont. En fait, tu as le pattern du mec qui veut pas faire d'efforts. Donc, il veut que tu lui fasses marcher son business et que ce soit ta responsabilité, si ça marche ou pas. Donc, moi, ce que je dis, en gros, c'est que moi, je vais faire 20% du boulot, mais 80% du boulot, c'est toi. En fait, le business de personal brand, il faut bien comprendre un truc, c'est que ton énergie, le non-verbal, ta manière d'amener les choses, ton expertise, ton expérience, ça fait quand même beaucoup, ça pèse beaucoup dans la balance. Après, il y a la stratégie, il y a le fait que moi, je vais te faire gagner des années, que je vois des trucs qui fonctionnent et des trucs qui ne fonctionnent pas, et donc ça va t'éviter de perdre de l'argent et de gagner du temps. Mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive et qui me dit, OK, Olivier, moi, déjà, j'ai jamais créé de contenu. J'ai pas envie de me prendre la tête à me montrer sur les réseaux. Déjà, moi, je peux pas t'accompagner. Tu vois, tous ceux qui disent que tu peux gagner de l'argent en ligne dans la vente de formation sans te montrer, c'est faux. Donc, si tu veux pas te montrer, il faut faire du service. Ok. Premier point, parce qu'il y en a plein maintenant qui vendent des formations en mode t'inquiète, tu vas vendre des PDF et tu vas gagner de l'argent. C'est faux, quoi. Il faut être clair. Moi, j'ai vécu l'époque où c'était possible, 2020, 2021, 2022. Mais après, aujourd'hui, il faut se montrer, il faut créer une personal brand. C'est l'asset qui a le plus de valeur aujourd'hui sur les réseaux. Si vous n'êtes pas prêt à faire face au regard des autres, ben, ça ne sert à rien de se lancer dans ce domaine. Enfin, il y a plein de business dans lesquels tu peux gagner de l'argent sans te montrer, quoi. Mais ça ne sera pas la vente de formation ou de coaching. Est-ce que tu as des personnes experts de leur domaine? Je sais pas, je te prends par exemple un avocat qui veut lancer une personal brand autour de ça, ou tu as des métiers très spécifiques où le fait de faire du contenu, ils se sentent un peu régressés, ou ils se disent ah non, je ne veux pas faire ça, etc. Tu as vraiment des gros biais, des grosses barrières mentales par rapport à ça? Mais il y en a plein qui ont peur de ça. Et c'est normal parce que l'être humain n'a pas envie d'être jugé comme ça sur la place publique, tu vois, ça fait peur. Mm. Donc, c'est un truc qu'il faut travailler. Et en fait, si tu le travailles le plus tôt possible, le mieux c'est, parce que ça va te servir dans ta vie. De te détacher du regard des autres, c'est vraiment un truc qui t'aide dans tous les domaines de ta vie. Yes. Ça te permet aussi de vivre pleinement, toi, tes rêves, de vivre en fonction de tes valeurs, de ne pas dépendre de ce que pense le voisin. Ah oui, mais si le voisin me voit et qui voit ce que je fais, et moi, je suis en train de bégayer sur Instagram et tout le monde se fout de ma gueule, bah, c'est des trucs qui t'empêchent en fait, de vivre pleinement ta vie, quoi. Et il faut Complètement. sortir de là le plus tôt possible. C'est un mindset, ça, qui te servira tout le temps. Et toi, comment tu as fait quand tu as passé de tes business, justement, tu étais, comme tu disais, un peu dans le back-end, à te dire, OK, ma personal brand va sortir, et tu as fait quand même une éruption assez rapide sur les réseaux. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à te voir, après, bah, il y avait à peu près tout le monde qui t'en parlait, tout le monde avait pris un peu ton lot ticket, regardait un peu ça de près ou de loin. Comment ça s'est fait? Tu l'as fait spontanément ou tu avais vraiment une stratégie réfléchie derrière Alors, moi, ça faisait longtemps que je voulais le faire. OK. Parce que bah, je voyais bien en fait l'intérêt, les compétences que j'avais et tout ça, mais j'ai jamais vraiment trouvé le bon moment parce que j'étais toujours busy avec des business qui tournaient bien. Et donc en gros, j'avais la période dropshipping, après j'ai la période low ticket, je lançais des centaines de low tickets. Et après, j'ai eu la période où j'avais carrément une plateforme de coaching. On avait 13 coachs et on accompagnait des centaines de femmes à perdre du poids. Et donc là, j'ai eu la période où j'en ai eu marre de faire ça, d'être en back-end, de gérer les ads, le copywriting, la sales team, les coachs. Et c'était beaucoup de boulot. Et donc, j'ai envoyé tout bouler. Et je me suis dit, je vais me lancer sur les réseaux. C'est le moment. J'ai envie de transmettre mon expérience. Et en fait, moi, j'étais frustré quand je voyais des conseils qui étaient donnés sur YouTube sur comment créer des tunnels de vente ou comment scaler avec de l'ADS.
Et vu que moi, je l'avais fait pendant 5 ans, j'avais généré pas mal de millions, je me suis dit, je suis légitime et en plus, j'ai vraiment un œil différent. Et j'avais vraiment beaucoup de… Et ça, c'est important. C'est quelles sont tes convictions qui sont en contradiction avec ton marché. Moi, j'en avais beaucoup. Et donc, je suis arrivé et ce que j'ai mis en avant, c'est les contradictions, les convictions contrariantes que j'avais sur mon marché. Et donc, j'ai dit, en gros, tout ce que vous dites les coachs aujourd'hui sur le marché français, c'est de la merde. Tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis, franchement, j'ai été trop loin, tu vois, même si j'étais sincère. Mais avec un peu plus d'expérience, je vois que, ouais, ok, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, mais c'est le game, tu vois. Je recommande en fait de vraiment de venir avec une liste de tout ce que disent tes concurrents et quels sont tes désaccords. Et ça permet d'attirer l'attention sur toi. Tout le monde te dit qu'il faut faire plus d'appels pour scaler ton étiquette. C'est faux. Plus tu fais d'appels, moins tu gagnes de l'argent. Moi, je te dis l'inverse. Il faut vendre plus de petits produits. Ça te permet de créer la confiance, de filtrer et de prendre des appels, uniquement des appels qui sont ultra qualifiés. Ça te permet de scaler sans te griller. Et donc, forcément, moi, j'arrive sur un marché où personne vraiment utilise le low ticket. Tout le monde fait du book call. Tout le monde te dit qu'il faut avoir une seule offre pour scaler. Il te faut l'offre la plus chère possible. Moi, je dis l'inverse. Il faut l'offre la moins chère possible. Ça te permet de faire rentrer beaucoup de monde dans ton écosystème et de rembourser tes ads. Et quand je le dis, c'est bien d'avoir des convictions différentes. Tout le monde a des opinions. Mais non, est-ce que tu es capable d'avoir des preuves? C'est ça qui fait la différence. Moi, je suis venu et j'ai démontré que ça marchait. J'ai partagé mes chiffres en direct tous les jours. Donc voilà. Il faut vraiment venir avec ce truc de « Ok, j'ai une conviction, je te prouve que ça marche, c'est indéniable, tu ne peux pas me dire que ça ne marche pas. » Parce que c'est prouvé, tu vois. A plus B. C'était quoi la proposition de valeur que tu avais? C'était je vais faire 100 000 en temps de jours, je sais pas quoi. Tu avais un truc comme ça? Je montrais mon compte Instagram, il y a 500 followers, personne ne me connaît. En vrai, je n'ai jamais parlé face caméra. J'ai toujours fait mes business en back-end. Je vais faire 100 000 euros et je vais créer une audience en même temps avec de l'ADS. Je vais partager combien je vais gagner. Je vais faire 100 000 euros de CA. J'étais prêt à dépenser 100 000 euros en ads. Je m'en foutais, tu vois. Mais je me suis dit, je vais faire 100 000 euros de CA. Et en fait, j'ai dépensé 35 000 euros en ads et j'ai fait 170 000 euros de CA. Et ouais. Trop bien. Ouais, je me rappelle très bien de cette période. Ok, trop cool. En tout cas, ça a été une grosse réussite. Let's go. Prochaine carte. Alors, tu as dit que tout le monde devrait faire des ads, même au démarrage. Concrètement, un coach qui fait 0 € aujourd'hui qui te contacte, donc on met en contexte, qui a 300 abonnés, dont 90% sont ses potes d'enfance. Tu lui fais cramer combien en ads avant qu'il ait une offre validée? Ça veut dire que, est-ce que tu es dans la logique de dire, tu vas acheter de la data pour itérer et comprendre ton marché? Et si oui, combien? Tu sais, on dit souvent, il faut mettre 50 balles par jour en pub, mais ça veut dire quoi? C'est 50 balles jusqu'à perdre combien pour te dire, merde, je suis pas dans la bonne direction, faut que je pivote? En fait, c'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas ce que c'est la publicité. Pour la plupart des coachs aujourd'hui sur le marché français, la publicité, c'est tu achètes de la data. On n'est pas là pour gagner de l'argent au début, on est là pour vraiment acheter de la data, accélérer ta réussite. Et surtout dans un marché aujourd'hui, l'organique, c'est ultra concurrentiel. Tout le monde est bon en organique, tout le monde publie plusieurs fois par jour et tout ça. Donc, avoir l'attention des gens, c'est difficile. Si toi, tu arrives au démarrage et que tu dois compete avec des influenceurs qui sont là depuis des années, qui font des vidéos ultra bonne qualité avec des hooks optimisés et tout, c'est compliqué. Donc, le game aujourd'hui, c'est de jouer le jeu de méta, de payer un peu la publicité pour avoir de l'attention et tester des angles. Le gros avantage du low ticket, c'est que tu peux tester ça rapidement. Donc, avec 200 € de budget en B2C, tu peux déjà avoir 200 clics et tu peux avoir un avis sur est-ce que mon offre elle est éclatée au sol ou est-ce que ça fait déjà des premières ventes et je peux optimiser. Et donc, on achète de la data comme ça. Et en fait, à tous les niveaux de business, tu dois acheter de la data. Que tu fasses 0, 10 cas par mois, 20 cas par mois, 100 cas par mois, tu dois toujours accepter de perdre de l'argent en ads. Ça te permet de savoir les patterns qui fonctionnent et de double down sur tes winners et après derrière d'augmenter tes budgets et puis trouver la faille pour aller au next step. Mais quand tu démarres, si tu as 0 data, en fait, ça va te prendre des années avant d'avoir de l'information, tu vois. Ça veut dire que soit tu es prêt à cramer plusieurs mois de ta vie pour te dire
OK, j'ai un semblant de data. Ou alors, tu mets 200 €, 400 € si tu es en B2C et tu as déjà des personnes qui sont revenues sur ta page de vente. Tu vois. Mmh. Donc, tu as des vraies data à analyser. C'est pour ça que je dis, mais arrêtez de perdre des mois et des mois et des mois à essayer d'avoir l'attention sur un marché où c'est déjà saturé. Jouez le jeu de méta, mettez un peu de publicité, faites ça correctement. Forcément, la publicité, il faut respecter certains codes. Tu vois, il faut un hook, il te faut une story ou ajouter de la valeur, faire un peu d'éducation sur ton marché et après faire un CTA carré et faire ça rapidement avec l'énergie haute. Mais en vrai, c'est pas très compliqué quand même. Si on compare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est trop compliqué aujourd'hui, c'est saturé, c'est difficile. Déjà, va regarder ce qu'ils font sur le marché US. Ils ont 10 ans d'avance, c'est beaucoup plus difficile là-bas. Ça va t'inspirer un peu. Moi, quand je suis allé sur la scène au FHL, récupérer mon award et tout, je voyais les mecs qui étaient sur scène. Putain, mais le niveau marketingment parlant, c'est super inspirant. Donc, déjà, arrêtez de dire que c'est saturé, ce n'est pas le cas en France. Et deuxième truc, relativise. Par rapport à il y a 30 ans, c'était quoi les options qu'il y avait pour avoir de la visibilité et faire de la publicité? Tu devais prendre des panneaux publicitaires dans la rue, tu avais zéro retour de data, de tracking, savoir si c'était rentable ou pas, ou tu devais prendre des spots publicitaires à la télé ou à la radio. T'imagines? Aujourd'hui, c'est facile. Tu es sur Meta, tu as un tracking, tu sais ta pub, genre quelle créa ça a vendu, quelle créa ça n'a pas vendu. Tu peux tester autant de créa que tu veux. Aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Tu peux avoir une vidéo qui perce et après, elle va te durer pendant des mois. C'est un truc de fou, quoi. Non, c'est Ouais, facile aujourd'hui. 100%. Et comment tu... La question va être, je la mets un peu plus loin, comment tu désamorces cette objection pour ton offre, du gars qui dit, bah ouais, moi je veux commencer, mais bah là j'achète ton offre, je vais devoir mettre en ads en plus, tu fais comment? Est-ce que tu packages dans ton offre un budget ads ou Non, tu... non, 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 non. Moi, déjà, je ne prends pas la responsabilité du business du gars. Si quelqu'un veut se former avec moi, OK, tu prends ta responsabilité, je prends ma responsabilité. Moi, j'ai une méthode qui fonctionne. Il y a des personnes qui sont chez moi qui font plus de 5 millions par an. Il y a des personnes qui démarrent de zéro. Morgane, elle fait plus de 90 000 € par mois. Donc, Mmh. ça fonctionne. Le truc, il a fait ses preuves. Maintenant, toi, si tu viens, tu as un budget pub, je te demande un budget pub de 400 €. Tu as 400 € de côté ou pas? Parce que si ce n'est pas le cas, moi, je ne peux pas t'aider. Et Mmh. maintenant, on va mettre en place le truc pour que ça t'évite de perdre de l'argent. Et après, moi, j'ai des personnes qui veulent travailler chez moi, elles veulent avoir un système, elles veulent éviter de perdre du temps à faire de l'organique, à publier comme ça tous les jours sans savoir où elles vont. Et donc, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Donc, au final, c'est un move rentable si tu as des ambitions et que tu veux aller plus vite. Mais non, c'est pas à moi de prendre la responsabilité du budget pub. À ce moment-là, c'est pas possible, Ouais, quoi. je pose la question parce que j'ai eu une discussion récemment avec un gars qui justement va sur un marché pas du tout aware et il les met sur la pub et en fait il met le budget ads de lancement dans son offre et du coup tu sais il package le truc et le mec il fait ok bah en fait je viens tourner et il gère genre je crois que c'est 1500 $ de budget et le gars il peut que avoir du lead qui rentre tu vois s'il a un gros service. J'avais trouvé l'approche Ouais, assez c'est intéressante. clair. Après, c'est ça. Il faut packager ton offre pour que ça apporte le plus de résultats clients sans prendre la responsabilité. Et en fait, moi, c'est le truc que j'avais. Au début, je faisais beaucoup de done for you parce que j'ai la compétence en interne. En plus, j'ai une équipe qui me suit depuis des années. On a une agence. Moi, je lançais des tunnels. On en lançait pratiquement un par semaine. Et Mmh. donc, je sais comment on fait pour avoir des tunnels optimisés, pour tester les trucs rapidement et pour avoir de la data. Et donc, la plupart des clients qui sont rentrés au début, on a fait beaucoup de done for you. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le done for you, c'est bien, mais le jour où l'agence arrête de travailler avec toi, le business, en fait, il se casse la gueule parce que moi, je prends, même énergétiquement parlant, je prends toute la responsabilité du business. Mmh. Et c'est mauvais. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que tu apprennes la compétence, que tu mettes en place un système par rapport à tes propres codes, qui n'est pas un marketeur, un copywriter qui vienne poser de manière mentale un message sur ton business. Non, un business, il doit être aligné avec qui tu es. C'est trop Mmh. important. Ouais, complètement. Complètement. Ok, trop cool. Passons à la question d'après. Alors, tu as le nom de ton mécanisme, c'est Digital Snack, on est d'accord? Ouais. Dis-moi l'architecture aujourd'hui de Digital Snack, si tu es à l'aise de l'écrire en live. Tripwire à combien? Bump à combien? Upsell, Upsell 2, downsell? Est-ce que tu as une architecture comme ça? Et Ouais, bien sûr.
ensuite, on ira un peu plus en détail sur les architectures de prix et je suis chaud de te demander par rapport à mon problème actuel. Ouais, les recommandations. Donc, du coup, moi, ce que je vais recommander aujourd'hui, et de plus en plus, c'est de baisser le produit principal au minimum. Pourquoi? Parce que en publicité, tu vas pouvoir attirer des gens avec un prix, le prix d'appel le plus bas possible. Et en fait, aujourd'hui, même les gens, même les prospects qualifiés, ils vont avoir peur de mettre 50 € sur un produit comme ça sans savoir qui tu es, tu vois. Donc, Ouais. si tu mets un produit par exemple à 7 €, 10 €, 12 €, 14 €, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir la première conversion. Et nous, on se rattrape après derrière sur les produits complémentaires. Donc, moi, aujourd'hui, c'est 14 € le produit principal. Je vais avoir 2 pumps à 37 €. Et donc, sur Go High Level, tu peux mettre autant de bumps que tu veux. Ce que je recommande, c'est voilà, de mettre 2 bumps et plus cher que ton produit principal. Et aller chercher comme ça des paniers moyens avec l'upsell à 97. Donc, si tu es en B2B, il faut y aller. 97, même 197. Et j'ai un downsell qui est juste en paiement x2. Ok. Et cette architecture, elle marche très bien. Maintenant, ça marche parce qu'il y a une vraie cohérence entre les offres. Tu vois. Le produit principal, il est ultra sexy, beaucoup de valeur, beaucoup de bonus à l'intérieur. Ça coûte beaucoup plus cher que 14 €. Et tu vois, les gens peuvent déjà avoir des résultats avec cette offre à 14 €, puisque tu peux trouver ton offre winner, tu peux trouver tes ads, les produits complémentaires avec un outil IA que j'ai développé en interne, issu de mes années d'expérience. Donc, tu peux déjà, avec l'IA, sortir ton funnel comme ça, et la page de vente aussi. Donc, tu as tout, en fait, pour 14 €. Et après, les bumps permettent d'accélérer le truc, et l'upsell aussi. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'il faut bien penser les upsells par rapport à ton produit d'entrée. Ok. Conversion de LP sur un tripwire comme ça, tu l'attends à combien pour que ça fonctionne Ouais, bien? alors ça va dépendre vraiment si tu es en B2C ou B2B. Ouais. Mais en gros, B2C, tu peux aller chercher du 5% de conversion si vraiment tu as un truc quali, une bonne VSL et tout ça. En B2B, plutôt 2 à 3%. Et l'idée, c'est que B2B, tu vas te rattraper sur le panier moyen. B2C, tu vas avoir des paniers moyens un peu plus bas, mais tu as des potentiels de scaling plus élevés. Et ouais, après, donc ouais, c'est ça. Si tu es à 2 ou 3%, ça suffit. L'idée, c'est d'être break-even. Dans certains cas, on est rentable, mais c'est vraiment d'aller chercher du break-even et de pouvoir faire du volume. Parce qu'au final, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir beaucoup de gens qui rentrent pour upgrader sur du étiquette. Ok. Et donc, combien de conversions de l'upsell tu vises? Upsell 1, entre 20 et 40%. Si on est en dessous de 20%, il faut retravailler quelque chose. Ouais. Ça va dépendre aussi du pricing. Mais si tu as un pricing, par exemple, à 100 € et que tu es à 20%, ben on est bon. Ça ajoute 20 € panier moyen, ça peut vraiment faire la différence. Et après, on se rattrape sur le downsell avec un paiement x2. Tu peux ajouter un upsell 2 aussi. Moi, là, sur le dernier tunnel, je n'ai pas mis d'upsell 2. Mais l'upsell 2, il est moins important parce que tu as moins de personnes qui arrivent dessus. Mais c'est les mêmes pourcentages. Il faut que tu ailles chercher 20% sur ton upsell 2 minimum. Ok. Pourquoi 17 et pas encore plus bas le prix pour le 1? Est-ce que tu as un objectif de break-even ou pas? Je pense notamment au tunnel de Tony Robbins qui a un tripwire à 1 $. Ouais. Alors, ça, c'est sur des book funnels. Les Américains, ils ont la capacité d'investir beaucoup pour aller chercher des acheteurs parce que ça coûte beaucoup plus cher là-bas. Et donc, il y a une telle concurrence que les prix sont, tu vois, je vois beaucoup de funnels passer. Les prix, c'est 2,97 $, 5,28 $. Ils ont des tarifs un peu comme ça. Nous, on n'en est pas là, tu vois. Donc, aujourd'hui, 14 €, je suis un des moins chers et j'apporte beaucoup de valeur, donc ça me va. Maintenant, si je devais lancer un book funnel, ben ouais, je ferais un truc comme ça, tu vois, un book funnel avec le tarif gratuit du livre. Tu payes juste les frais de port et ça marche, quoi. Tu parlais que tu veux convertir en high ticket dans ton écosystème. Là, disons qu'on n'a qu'un seul upsell, pas deux. Ton book call, tu le mets où? Tu le mets sur la page de remerciement de l'upsell 1 et le downsell? Je Après? mets pas de book call dans le funnel parce que la plupart des gens qui bookent le call à ce moment-là,
ils sont un peu perdus. Et donc, du coup, ils arrivent en appel, ils ne savent pas ce qu'ils font là, ils ont l'impression que c'est inclus dans l'offre. Et tu peux griller des appels comme ça, en les envoyant trop tôt. Donc, ce que je fais, c'est plutôt un contact post-achat. Donc, soit par écrit, soit c'est directement intégré dans la formation. Et à ce moment-là, on leur demande justement quels sont les objectifs. Tu vois, on rentre en conversation pour savoir qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, pourquoi ils achètent ça. Et on va les inviter à regarder la formation et à booker un appel, par exemple, dans 5 à 7 jours. Ok. Tu peux déjà le programmer, l'appel, et leur demander de consommer la formation. Mais il faut vraiment qu'ils aient consommé. Et ça te permet, toi, d'avoir derrière des personnes qui sont qualifiées et qui veulent aller plus loin, quoi. Ok. Donc, tu as une grosse part de setting qui se fait après, une fois que la vente du streetwear a été faite, peu Ouais. importe son chemin. Ouais, Ok. ouais, tu as le setting. Après, moi, j'ai pas mal de clients qui font très peu de setting et qui ont beaucoup de rendez-vous qui tombent parce que dans la première vidéo, ils expliquent que c'est important de personnaliser le plan et que si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut avoir des résultats rapides. Il faut vraiment que tu travailles avec nous et qu'on personnalise l'approche, quoi. Ok. Ok. Intéressant. Ça marche. On va passer à la prochaine question. J'aurai d'autres questions, notamment tout ce qui est autour des PSP et de la tech que tu utilises. J'ai entendu GHL. Je serais intéressant de poser 3 questions là-dessus. Ok. Prochaine question. Est-ce que le format te convient jusqu'à présent? C'est marrant, hein, franchement, j'aime bien. Ouais. Ça change. Donc, tu as la méthode pertinence, offre, volume. Si tu donnes un exemple, tu me prends un coach que tu as accompagné récemment et tu dois lui faire le P, donc la pertinence, étape par étape. Tu as posé quelques questions, tu as cherché quoi, tu as conclu quoi, comment tu fais, comment tu arrives et que tu arrives à dire au gars, non, ton offre, elle est rincée, ça ne marchera jamais, il n'y a aucune pertinence, ou là, il y a un vrai marché, ajuste juste ça, parce que moi, ça m'arrive souvent, c'est que j'étais encore en call de consulting ce matin où en fait, tu es mal placé au niveau de awareness parce que ton marché a évolué. Toi, tu n'as pas évolué en même temps que ton marché. Et en fait, tu tapes là où ça fonctionnait avant. Mais avant, tu étais à la limite que ça ne fonctionne plus. Et là, ça ne fonctionne plus du tout. Et en fait, parce que tu t'es pas adapté. Et comment tu fais pour travailler la pertinence d'une offre Ouais. Bon, vraiment, la pertinence, c'est le premier pilier parce qu'il faut que ton message il résonne avec ton avatar client idéal. Et si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, il faut vraiment parler au cœur de ton avatar. Et donc, ça, après, c'est difficile à faire pour eux, à le faire pour eux. Par contre, moi, ce que je peux faire et ce que j'adore faire, et c'est vraiment ce sur quoi je suis très bon, c'est d'arriver à déterminer le mécanisme et l'offre pour mon client et en fonction d'un marché bien précis. Et donc, je te donne un exemple, par exemple, dans le marché du fitness, la perte de poids. Un client qui a aujourd'hui une offre sur rééquilibrage alimentaire, perte de poids pour les femmes, de manière très simple, je vais venir, on va créer un mécanisme sur un challenge détox. Là, par exemple, j'avais un client qui est sur un mécanisme paléo, mécanisme paléo. Et donc, je lui ai dit vraiment, ça suffit pas aujourd'hui. Voilà, et c'est pas super sexy, les gens ne comprennent pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est plutôt de dire, on va faire un régime paléo. Les gens sont pas intéressés. Par exemple, si tu leur dis, on va faire une détox anti, euh, anti, mince, c'était quoi? Tout ce qui est les produits qui vont détériorer tes hormones. Ok. Et, et en gros, on a créé une offre comme ça, de détox pendant 21 jours pour équilibrer tes hormones, avec un mécanisme bien spécifique. Et ce qui fait que son positionnement et sa pertinence, elle est là-dessus. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est parce que la bouffe d'aujourd'hui, qui est ultra transformée, elle a complètement dérégulé tes hormones. Et il faut que tu fasses une détox de ça et que tu remettes à l'équilibre pour enclencher une perte de poids ensuite. Je comprends. Et donc, on crée les fondations avec une offre low ticket comme ça. Et ça permet et du coup, donc on a l'offre, on a la pertinence. Et après, au niveau du volume, il te faut faire du volume en ads, d'être visible, d'avoir du volume aussi dans la diversité de tes messages et du volume aussi en contenu. Aujourd'hui, c'est important de faire du contenu organique, de faire des ads et d'avoir des angles qui sont différenciants. Ok.
Intéressant. Tes clients, je suis curieux, c'est des gens qui sont à 100% dans le business en ligne ou c'est un side, une ligne une ligne de revenus qu'ils font en plus par rapport à un business qui tourne déjà et qui veulent se diversifier? C'est quoi ton Non, pattern? moi, ils font déjà de l'argent, ils sont déjà coach, ils ont déjà une audience en général. Ils veulent aller plus vite, plus loin. Ok, trop bien. Ok, let's go. Allons-y, la prochaine. Donc là, on va aller sur le côté. C'est quoi ta phrase que tu répètes? C'est à la Sarkozy, là, mais orienté travailler plus, gagner. Non, travailler plus, gagner plus. Non, c'est poster moins, gagner plus. Ah, c'est ça, c'est sortir de la roue du hamster du 100% organique, mettre en Ouais, place des ads pour automatiser et gagner du temps. ok. Comment tu. Ouais, comment t'expliques ça? Quelle est cette phase? Moi, je me pose toujours la question de l'effort qu'il faut pour aller chercher du 100 000 followers, par exemple. Et dans cette route-là, ne gagner aucun centime parce que bah, tu sais pas monétiser ton trafic. Tes métriques phares, c'est tes nombres d'abonnés, mais tu n'as pas de cash derrière. Et c'est un tout autre jeu. Euh, je me suis toujours posé la question, comment tu es capable de mettre autant d'efforts pour aller chercher de l'attraction comme ça? Qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que c'est la dopamine du follower? À la fin, tu te rends compte, tu dis, bah, j'ai rien en fait, j'ai rien construit parce que j'ai pas de business, j'ai pas d'équipe, parce que ça me rapporte pas de cash. Est-ce que quelqu'un qui a beaucoup de followers pour toi est quelqu'un qui peut forcément faire une offre? J'ai eu vraiment quelqu'un qui est venu me voir que j'ai rencontré la dernière fois qui a 150 000 followers et qui est pas capable de lancer une offre où son audience actuelle convertit. Ce n'est pas des acheteurs, ce n'est pas des personnes qui vont acheter, ce ne sont pas des personnes qui sont intéressées par quoi que ce soit à acheter chez lui. Par contre, c'est des gens qui consomment son contenu, qui partagent et qui le font vraiment réussir, tu vois, Mm. en termes de followers. Donc, il peut l'utiliser. C'est un gars qui passe sur des TEDx et il a une vraie présence là-dessus. Ma question, c'est plus comment tu fais pour switcher de plein de followers à pas beaucoup de followers, mais ceux qui convertissent. Comment tu engages ton audience vers quelque chose qui convertit en cash? En fait, vraiment, c'est ça, c'est que la plupart des personnes qui ont beaucoup de followers, ils ont du mal à vendre des offres. Parce que c'est juste le message, il est broad, il n'est pas assez précis. Tu n'as pas un niveau d'autorité. Je parle l'autorité en termes d'expertise. T'es pas au niveau 10, quoi. Et il faut vraiment montrer que tu es bon dans ce que tu fais, leur démontrer que tu peux les aider et attirer les personnes sur un problème spécifique et leur montrer que tu as une solution qui est adaptée à eux. Et c'est vrai que si tu fais du divertissement ou si tu es en train de parler pour attirer des personnes ils savent pas vraiment ce que tu fais, ça sert à rien, quoi. Tu brasses du vent. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui sont venus comme ça, en mode j'ai beaucoup de followers, mais je ne sais pas trop quoi en faire. J'avais même un client qui avait plus d'1 million de followers sur Instagram. Il gagnait moins de 5 000 euros par mois. Ok. Et il faut bien comprendre, en fait, l'idée de l'influenceur. En général, c'est des personnes qui sont drivées plus par le fait d'être famous, d'être connus. C'est ce qui les rend, ils se sentent bien quand ils sont visibles. Et, mais moi, le cœur de mes clients, c'est plutôt des personnes qui ont peur de se montrer. Et par contre, ils sont hyper bons quand ils sont avec des clients. Ils peuvent transformer des vies. Et quant à ce truc-là, moi, ce que je dis, c'est que utilise ton expertise où tu es bon à créer des produits, à créer des transformations. Fais en sorte que les gens achètent tes produits. Et en fait, ils peuvent comme ça essayer ton expertise à moindre coût, sans risque. Et c'est ton marketing, il est dans ton produit. Donc, plutôt que d'essayer de compter avec des gens qui font des vidéos toute la journée, crée des produits, vends-les, et puis ça te permet de comme ça avoir une traction. Mais sinon, dans mon contenu, moi, je vais avoir 3 piliers. Il y a un pilier où je parle de moi. Ça me permet aussi d'être différenciant, d'attirer des personnes qui sont en match avec ma personnalité. Donc, je vais parler de mes valeurs, de mon histoire, du fait que j'ai 3 enfants, je vis en Suisse, j'adore la forêt, etc. Donc, des trucs qui sont un peu marquants chez moi. Après, je vais parler de mon expertise. Donc, je vais donner des conseils, je vais donner les erreurs à éviter, je vais parler de comment j'accompagne mes clients et tout ça. Et le troisième pilier, c'est les preuves que ça marche. Donc, tout ce qui est preuves liées à moi, ma manière de travailler, tout ça, ou les preuves clients et ou les preuves de démonstration, les preuves d'autorité et tout ça.
C'est quoi ta répartition sur ces 3 piliers? Bah, ça va dépendre aussi tu vois, des moments, quoi. Il y a des périodes où je vais plutôt parler de moi parce que je fais des trucs intéressants, je suis en voyage, des trucs comme ça. Sinon, si je suis dans des moments où je vais attirer des gens, attirer des followers, bah, je vais faire beaucoup d'éducatif. Quand tu fais de l'éducatif, en fait, tu attires beaucoup de gens qui veulent du gratuit, tout ça. Et derrière, il faut les convertir avec de la preuve. Et donc, il faut quand même bien répartir le truc et faire en sorte que les gens s'attachent à toi. Et ça, c'est quand tu montres un peu qui tu es, ta vulnérabilité, tout ça. Et on voit de plus en plus, en fait, les personal brands qui étaient ultra techniques, type Hormozy, Zuckerberg, etc., sont en train de se mettre à l'intimacy content, où ils parlent d'eux-mêmes. Ils vont se montrer chez eux, dans leur canapé, avec leurs femmes et tout ça, ou alors déguisés pour Halloween. Et en fait, ça permet de créer comme ça quelque chose en dehors du business. Tu vois, c'est un humain, il est comme moi, et il n'y a rien de plus puissant en fait pour que les gens te fassent confiance, quoi. Complètement. Ok, super intéressant. Let's go, allons-y. Pas de joker utilisé jusqu'à présent. Alors, ton ROS moyen sur ton offre actuelle et ton CAC, donc sans parler de volume, est-ce que tu es à l'aise de le dire ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. Donc, le ROS moyen, ça va être, je vais être à 0,80 sur En fontaine. ouais, Ok. sur mon funnel low ticket. Et je peux être en positif, mais sur les premiers mois, tu vois, mais plus tu pousses en volume, plus bah, tu vas toucher des poches d'audience qui sont beaucoup plus éloignées. Donc, tu as besoin de beaucoup plus de touches. Du coup, ça te coûte plus cher en acquisition, mais c'est OK parce qu'à la fin, on achète de la visibilité et on achète aussi, on investit sur notre brand. Et la personal brand, il n'y a rien de plus puissant que d'investir sur ta brand. Donc, même si tu dois payer pour avoir des vues, et des vues qualifiées, ça vaut le coup. Donc, moi, je suis toujours dans une logique d'investissement. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent sur mon ticket. Je suis plus là pour avoir de la visibilité, être présent et avoir des acheteurs. Et les acheteurs, après, derrière, je vais avoir des offres high ticket qui vont de 6 000 euros à 25 000 euros. Et en fonction des besoins, ben, je vais leur proposer. Et moi, ça me permet d'avoir un retour sur investissement qui est très bon, quoi, Ok. sur le total. Et ça te coûte combien d'avoir une vente en high ticket en ads? Je sais pas si tu as cette data-là. Je vais être sur ROS x3 Ok. en général. Je peux descendre à 2,5 at scale. Mais, Ok. oui, l'idée, c'est d'aller chercher le high ticket et donc de se rembourser là-dessus. Ouais. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Ce 2,5 là, pour toi, c'est le sweet spot en mode tu as assez d'EBITDA et tes chiffres de business font du sens. Tu entends souvent des gens qui vont. C'est encore aujourd'hui dans le call que j'ai eu avec des gens que j'accompagne, où en fait, ouais, on n'y arrive pas, les calls sont pourris et tout. Ok, vous avez quoi comme CAC? Vous avez quoi comme rentabilité? En fait, vous margez à 50%, vous avez un EBITDA très correct. Oui, tu n'as pas un ROS de 10, tu sais, mais ton business, il est rentable. Quand tu as payé tes charges, tu es rentable à 30-40%. Tu fais un business Ouais. physique, c'est rare, tu vois, d'être rentable à 30-40%. C'est quoi ton regard là-dessus? En fait, si ton ROS il est supérieur à 5, c'est que tu ne dépenses pas assez et que en fait, tu es focus sur la mauvaise data. Il faut regarder combien tu gagnes à la fin du mois. Et en vrai, si tu veux faire des gros chiffres, tu n'iras jamais chercher des ROS de fou. C'est normal d'avoir un ROS x3, quoi. Enfin, dans nos industries, voilà, c'est la norme. Donc, il faut changer de mindset. Arrêter de regarder le ROS, regarder plutôt le volume. Et la plupart des gens, en fait, ils ont peur de perdre parce qu'ils se disent, je suis en train de baisser mon ROS, donc je perds de l'argent. Mais non, regarde sur le volume. Donc, il faut changer en fait ce qui se passe dans ta tête et regarde ce que tu veux faire. Combien tu veux gagner en fait? Quels sont tes objectifs en termes de volume? Si tu veux faire 100 cas par mois, 200 cas par mois, 1 million par mois, bah, ok, va les chercher. Mais regarde pas ton ROS parce qu'à la fin, c'est pas ça qui drive ton revenu. Ouais, complètement. Euh, c'est quoi que tu regardes pour t'adapter à ton. C'est vraiment, c'est un truc que je réfléchis beaucoup en ce moment, c'est comment tu fais pour capter que ta cible est en train d'évoluer son niveau d'awareness et pour soit la suivre, soit pivoter sur
sur une autre poche d'audience. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que l'offre que tu avais au tout début quand tu as lancé est la même que maintenant ou tu l'as adaptée? Si tu l'as adaptée, comment tu t'adaptes avec ça? C'est quoi que tu regardes? Franchement, ça dépend vraiment beaucoup des coachs parce que il y a certains coachs qui veulent élargir leur marché. Moi, ce que je recommande, de toute façon, quand tu démarres, c'est toujours des démarres très, très nichées. Et puis ensuite, de potentiellement évoluer parce que plus tu dépenses, plus tu vas avoir besoin peut-être de cibler plus large. Mais, ou alors, tu vas avoir ceux qui démarrent mass market et qui veulent après switcher sur du B2B. Mais en fait, je ne recommande pas de forcément changer ton audience. Plus, c'est plutôt en fait, comment est-ce que tu arrives à dépenser plus tout en gardant des taux de conversion abordables. Parce qu'au final, plus tu dépenses en ads, plus ton marché est cold et plus il va falloir que tu sois bon sur ton nurturing et sur ton sales. Donc, c'est plutôt là-dessus. Il faut que tu fasses évoluer ton système de conversion pour t'adapter à ton niveau de dépense, quoi. Mais après, si tu veux faire évoluer ta cible, ton marché, bah là, moi, je dirais plus, tu le fais évoluer en fonction de toi, ton évolution à toi, pour que tu restes aligné avec ton business. Parce qu'en vrai, un business dans lequel tu parles à quelqu'un à un niveau de conscience, mais si tu n'es plus du tout aligné avec cet avatar client, parce que ça te fait chier de parler à ces gens-là, il faut faire évoluer ton business. Parce Ouais, que tu vas avoir trop de failles. Au bout d'un moment, énergétiquement parlant, c'est difficile à tenir, quoi. complètement. Tu as parlé de nurturing, c'est quoi ta carte cachée pour augmenter le taux de show? Et c'est quoi un taux de show bon sur ce type d'écosystème que tu développes? Ouais, donc nous, on va avoir deux types de tunnels. On a le tunnel low ticket et le tunnel challenge. Et c'est quand même des tunnels dans lesquels, surtout en B2B, on ne va pas avoir des gros problèmes en show rate. Mais sur les clients, par exemple, en B2C, qui vont aller chercher des calls assez rapidement et tout, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir déjà un premier contact avant l'appel, donc un contact vraiment téléphonique, ou alors sur WhatsApp en vocal, pour commencer à créer un premier lien et potentiellement même lui faire un premier devoir, tu vois, qui va l'engager vers sa transformation. Et donc, si par exemple, tu es dans la perte de poids, tu vas lui dire, OK, avant notre appel, j'aimerais que tu notes sur une feuille combien de litres d'eau tu bois dans la journée, ou alors ce que tu as mangé sur les dernières 24 heures. Et ça te permet à ce que la personne, sans trop de friction, elle fasse un truc simple, mais ça l'engage vers sa transformation déjà, tu vois. Ouais. Donc, tu as ça. Après, tu peux faire en sorte qu'elle consomme du contenu. Tu peux lui envoyer un contenu en fonction de ce qu'elle a besoin. Tu vas lui proposer 3 types de contenus. Un sur l'alimentation, un sur le sport, un sur le sommeil, par exemple. Et elle choisit, tu vois. Je déconseille d'envoyer des témoignages en précole parce que c'est pas forcément ce que les gens ont envie de voir. Même si la personne te demande ça, ben, tu l'envoies. En fait, moi, je suis plutôt d'essayer de personnaliser l'approche au maximum avec le prospect en fonction de qui il est et lui demander ce qu'elle veut, quoi. Ok, intéressant. Et du coup, le taux de show, c'est quoi? Un taux de show acceptable? Nous, on est à 80%. Ok, Mais c'est que, je dirais, en dessous des 70%, ça commence à être mauvais, quoi. ok, très bien. Prochaine question. Alors, tu m'as parlé de ta pire expérience avec le blocage Stripe. On a parlé des PSP d'ailleurs. La semaine dernière, on a reçu Jean-Marie Corda qui nous a parlé de Bonsaï. Moi, je suis un fervent défenseur de Whoop. Je me suis fait bloquer en low ticket un Stripe. Je crois que j'ai 3000 en cours chez eux. Il y avait combien sur ton compte au moment où ça s'est figé? Qu'est-ce que tu as fait dans les prochaines 24 heures? Et je pourrais te dire ce que j'ai fait moi. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment des trucs qui te coupent un business. Moi, j'avais 3000, donc c'est OK, j'ai pu rebondir assez rapidement. Mais ça m'a fait quand même chier parce que j'avais, je crois, $2000 de MRR dessus ou un truc comme ça. Tu peux pas récupérer les tokens. Enfin, Le MRR, c'est relou. Moi, j'avais presque 100 K de MRR, 94 000 de MRR quand ça s'est bloqué. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de rentrer en contact avec eux pour négocier, essayer d'avoir quelqu'un, un humain, quoi. Mais c'était à une époque 2021, donc vraiment, c'était très compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone chez Stripe. Et
ce que j'ai fait après, c'est chercher des solutions alternatives pour migrer mes tokens. Et donc, à l'époque, moi, j'ai migré mes tokens chez Hotmart. J'ai pu récupérer peut-être 10% de mes tokens. Mais en gros, j'ai perdu, je sais pas, ça a dû me coûter le truc presque 500 000 euros parce que 94 000 euros de MRR, si tu dis que tu as une moyenne de MRR de 4 mois, ça te fait à peu près ça, tu vois, ça te fait 350 000 euros. Sachant que moi, j'avais investi beaucoup en pub et j'avais une traction sur ce truc-là. Tu vois, donc, j'aurais pu vraiment le scaler et j'étais bien, quoi. Et le truc du MRR, c'est que souvent, quand tu es en cold traffic, tu vas acheter du MRR sur le long terme, mais tu réinvestis toujours en pub. Jusqu'à ce qu'un jour, le rêve, c'est que tu puisses couper les pubs et que tu aies du MRR qui tourne et que ce soit assez pour que tu puisses avoir un business qui tourne bien. Mais et voilà. Mais là, ça s'est pas passé comme ça. Après, c'est une bonne, je pense, c'est des bonnes expériences parce que quand tu veux faire de l'argent, tu dois passer par ce genre d'épreuves pour te montrer qu'en fait, il faut toujours avoir des backups, ne jamais monter des MRR sur Stripe. Il y a des plateformes qui sont faites pour ça. Et avoir plusieurs banques, plusieurs processeurs de paiement, avoir plein de backups. Et ouais, aujourd'hui, Whoop, par exemple, c'est un bon moyen aussi d'avoir quelqu'un qui est attaché à ton compte, avec qui tu peux discuter et tout ça. C'est important de parler à des humains. Pareil pour ta banque. Des banques dans lesquelles tu encaisses des millions et tout, ben, il faut parler à un humain. Il faut avoir un account manager, il faut avoir des vraies banques, quoi. Ouais, voilà. Et c'est vrai que dans nos industries, nous, on est content en fait d'être hors système et d'avoir bricolé comme ça des business un peu à l'arrache. C'est un peu notre marque de fabrique. On est très débrouillard. Mais quand tu veux structurer un business, ben, il faut que tu structures aussi le côté financier, quoi. Bien sûr. La grosse leçon que j'en avais reçue, c'était me poser la question entre je préfère faire quoi? Je préfère avoir du MRR encaissé sur 4 mois, si on part sur la même base que tu as dit, que ça churn à 4 mois, ou vendre un upsell à la valeur de 4 mois de MRR que j'encaisse tout de suite. Et tu dérisques complètement. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Le MRR, ça coûte cher hein, de faire entrer du MRR. Et moi, je ne recommande jamais à mes clients d'avoir des produits MRR. Il vaut mieux avoir des produits en one shot avec une bonne structure d'upsell et du high ticket derrière. Ça te permet de scaler beaucoup plus rapidement. Ok, c'est beau. On va passer à la dernière question. Je vois l'heure qui tourne. Alors là, en ce moment, dans ton stack actuel d'offres, tu as Digital Snack, tu as du 1-1 aussi, tu as du mentorat 1-1. Ouais. Ouais, ok. Dans 18 mois, est-ce que ce stack il tient toujours? C'est quoi, comment tu te projettes dans 6 mois, 12 mois, peut-être 5 ans même? Tu développes ces offres l'une plus ou moins que l'autre, ou alors tu pars sur autre chose, tu as des choses en tête, c'est quoi ton... Franchement, ça va dépendre beaucoup de l'évolution du marché. Moi, actuellement, ça fonctionne bien pour moi. Je me retrouve très bien dans ces offres-là. J'adore avoir un groupe mastermind de qualité. J'adore faire des rencontres 2 fois par an avec mes clients. J'aime bien aussi l'idée d'avoir un low ticket en front qui tourne tout seul et qui fait mon acquisition. C'est ma marque de fabrique. Et le one-to-one, aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable sur le marché. Ça te permet vraiment d'avoir des résultats clients derrière, d'utiliser des témoignages pour ton marketing. Et en fait, si tu fais que du groupe, très difficile d'avoir des résultats clients. Et donc, nous, on fait que de l'individuel et c'est personnalisé. C'est-à-dire, on crée vraiment les tunnels de vente avec nos clients pour qu'ils aient des conversions, pour qu'ils puissent pousser en ads. Donc, c'est beaucoup plus précis que si tu devais faire un tunnel sur de l'organique. Et voilà, aujourd'hui, nous, c'est notre spécialité. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un avantage compétitif par rapport à la plupart de mes concurrents qui aujourd'hui proposent de faire de l'organique. Et voilà. Ok, trop bien, trop bien. On a fait le tour des questions. J'en ai 2-3 autres qui sont notées sur mon carnet. J'ai dit à mon associé que je te recevais et il m'a envoyé 2-3 questions, donc on va les passer en revue. La première, c'est est-ce que tu enseignes à
extraire de la valeur des bases prises lors de l'off tripwire. Si par exemple les personnes ne sont pas intéressées sur du high ticket, est-ce que tu conseilles et est-ce que tu formes à aller extraire de la valeur d'une base mail sur des offres en affiliation par exemple ou des choses comme ça? Prendre de l'affiliation et faire des lancements sur liste, sur du low ticket? Ouais, ou en fait dire, bah voilà, ce trafic-là, vous l'avez payé, il a converti sur un tripwire, vous êtes peut-être à 0,8 Ah de oui. ROS, ou même break-even. Par contre, vous avez de la valeur dans cette liste-là et vous pouvez aller Ah, l'extraire. ok. Faire des échanges d'affiliation, tout ça. Franchement, on le fait très peu. On propose à nos clients qui sont dans les mêmes niches de se dire, bah, tiens, toi, tu envoies chez lui et lui, il envoie chez toi. Mais on n'a pas vraiment structuré ce truc-là. Ouais. Ok, Parce que toi, intéressant. c'est un truc que tu fais? Alors, bah, moi, j'avais fait un peu d'argent en faisant ça, ouais. Et là, c'est des trucs que je fais de plus en plus. Nous, on est sur des grosses infrastructures avec des énormes volumes de leads et tu as des synergies qui sont hyper intéressantes. Ouais. Ouais, Ah c'est ouais. Et clair. j'essaye en fait d'avoir des offres qui sont en synergie. C'est pas toujours facile, mais quand je prospecte ou quand je vois, j'essaye de faire ce client-là, il pourrait matcher avec la base de lui et ça pourrait potentiellement faire un truc complémentaire. C'est complexe, mais ouais, de plus en plus, j'essaie de faire des stratégies comme ça euh, euh, un peu nouvelles, enfin nouvelles qui existaient avant et qui se font plus. Je pense notamment à la lettre postale sur du B2B, Mm. des choses comme ça qui peuvent être très intéressantes là-dessus. Ouais, c'est clair que, en fait, moi, je suis issu de ce milieu-là parce qu'à la base, j'avais des business où vraiment on faisait rentrer un maximum de leads. Et puis ensuite, on avait des écosystèmes low ticket chez nous. Et puis, on Mm. avait aussi des affiliés. Donc, on envoyait chez nos affiliés et les affiliés envoyaient chez nous. Donc, moi, j'adore ce système-là. Maintenant, tu sais, quand tu es sur la personal brand, tu as les égos des gens. Et en fait, quand quelqu'un qui a construit sa personal brand sur, par exemple, une méthode keto, il a ses convictions sur la méthode keto et tout, tu lui dis, bah, tiens, lui, il fait du paléo, envoie-lui quelques leads, ça te permet de prendre un billet et lui, il va faire pareil. Mais bah, les gens, ils vont dire, bah non, le coach, il ne va pas vouloir le faire, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a des restrictions. Mais voilà. Après, c'est vrai que pour moi, c'est une logique naturelle. Hein. Mm. Et le low ticket, c'est vraiment un bon moyen d'avoir des affiliés parce que bah, quelqu'un qui shoot, il a immédiatement un retour sur investissement. Il n'a pas besoin attendre que ça close et tout ça, quoi. Ouais, complètement. Mais on Complètement. n'a pas trop la culture de l'affiliation en France. Non, non, Parce non, que c'est vrai. les leads sont pas chers. Hein. Tu peux les rembourser immédiatement avec un low ticket. Tu vois, c'est pas comme aux US où les leads coûtent hyper cher et du coup, ils cherchent à les refourguer un peu partout, quoi. Mm. Je vois. Ok, trop bien. On a Eddy qui est passé sur le chat. Eddy de Smart. Salut Eddy. Grosse dédicace. Si tu as des questions, Eddy, n'hésite pas. Mais je crois que tu peux parler en personnel aux deux personnes, donc il n'y a pas de souci. Ok, trop bien. Tu as dit que dans ton offre, tu avais aussi également, tu proposais du challenge. Moi, je suis tes challenges de près. Je les regarde. Je suis tout le temps dans les groupes. Tu pourras checker. Je regarde ce qui est fait de très près, un peu comme dans tout le marché en général. C'est quoi les typologies de lancement de ce 5-day que tu donnes pour tes clients? Est-ce que c'est du client juste one-one? J'imagine que pour les clients pas one-one, tu leur proposes pas ça parce que c'est hyper complexe à mettre en place. Et c'est quoi, ouais, ça ressemble à quoi les KPI de tes clients qui font du 5-day? Est-ce que tu es sur des petits volumes, des volumes quand même assez gros? Est-ce qu'il y a un minimum d'ad spend à avoir? C'est quoi, comment Ouais. tu fonctionnes On là-dessus? a, on a vraiment plusieurs types et nous, on n'a pas de règles. Donc, moi, la manière dont je les aide, c'est que déjà, on a une IA qui est spécialisée là-dessus. Elle peut faire webinaire ou challenge. Maintenant, on a plusieurs structures à l'intérieur de cette IA. Donc, on a une structure où on déroule le mécanisme immédiatement soit les 3 jours, soit les 3 secrets dans ton webinaire. On va avoir une structure où on intègre d'abord un problème structurel et puis ensuite, on déroule une solution. Ou on va avoir une structure où vraiment, on met en avant une étude de cas et pendant la soirée, on déroule comment ça va marcher, les secrets, tout ça. Maintenant, sur comment est-ce que les clients le mettent en place. Donc, nous, on peut avoir également une aide technique où on les aide à set up le truc avec les relances SMS et le minimum qu'il faut, tu vois. Et après, sur la mise en place de certains clients, donc on a des clients qui font plus de 5 millions à l'année sur ce type d'architecture. Et eux, c'est leur modèle principal. Et sinon, on a des clients qui font tout simplement sans ads sur de l'organique. Sur déjà les clients low ticket, ils vont venir pousser, mais en général, ils ne font pas forcément des challenges, ils font plus des webinaires. Et ceux qui font des challenges, on va leur demander de mettre un minimum de budget pour que ça vaille le coup en fait, de ton énergie, quoi.
Parce que c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'énergie. Et ça vaut le coup en fait de mettre un budget pub. Ouais. Et c'est quoi à peu près les budgets? Ça ressemble à quoi sur les challenges que tu peux lancer en général? Franchement, les clients, ils vont mettre peut-être 5 000 euros, 10 000 euros, tu vois. Ok. Et c'est déjà bien, parce qu'après, derrière, s'ils font des ROS x5, x10, c'est souvent le cas. Ouais, complètement. C'est souvent le truc, c'est que le challenge, que tu mettes 5 000 ou 1 million en pub, c'est presque le même effort, quoi. Ouais. C'est C'est pour le ça, même effort. Et ouais. c'est en fait, c'est souvent, tu sais, une barrière psychologique de ah, tiens, putain, je vais avancer 50 000 euros, 60 000 euros. Certains clients qui ont des chiffres conséquents, ils comprennent, tu vois. Mais Mm. sinon, c'est toujours un problème de mindset. Il faut savoir investir de l'argent, prendre le risque de le perdre. Après, il faut encaisser la pression. C'est-à-dire le jour du live, tu sais, quand tu as investi ne serait-ce que 10 000 euros, les gens, ils sont sous pression, quoi. Ouais, moi, c'est dans mes contrats, ça, parce que j'ai eu des mauvaises expériences sur la phase d'investissement. Les gens dorment pas très bien. Ouais. Il faut que ça soit. Ouais. C'est quoi les problèmes que tu as, toi, avec les clients qui investissent en ads ils peuvent quoi, revenir en arrière Bah, la mécanique du contrat que je fais, non. Bah, en fait, s'il y a des pénalités, ça veut dire que plus on avance dans le challenge, plus nous, on a des coûts et on a du temps mis. Donc, tu nous dédommages c'est jamais arrivé, hein. Mais si tu lâches tout à 2 jours, bah, tu nous dédommages tant. Et au même titre que nous, si on se barre un jour avant le challenge, bah, Ouais. on te Et dédommage. toi, si tu as un client, par exemple, qui veut lancer un challenge avec toi, tu vas lui demander un minimum de spend, quand même, pour que ça vaille le coup. Ouais. Tu te mets Et, d'accord quand même sur le et- contrat, quoi. ouais, c'est ça. Et si le minimum de spend n'est pas respecté, on s'entend sur 3 itérations. Enfin, on signe jamais un unique challenge. On signe 3 itérations avec objectif d'augmenter si ROS respecté. Et en dessous de 200 000, on s'engage pas parce qu'on a trop de. Enfin, ça c'est trop d'efforts et trop de frais pour nous et pas assez rentable. Du coup, Ouais. on essaye de se positionner comme ça. En dessous de 200 000 de spend, tu veux dire, ou 200 000 de CA? That's spend, ouais. Ok. Donc, il te faut vraiment des clients qui déjà chiffrent beaucoup, qui ont la capacité d'investir 200K sur un challenge. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Ouais, intéressant. Du coup, c'est quoi ton système d'acquisition, toi, actuellement? Ça va être du bouche à oreille? Ouais, bouche à oreille. Bah, on a fait la continuité avec la continuité de Mindeo avec mon ancien CEO, associé, et mon associé historique. Et on fait du bouche à oreille, c'est ça. Parce que en fait, dans ce milieu-là, on est deux, trois acteurs et bah, on sait très vite qui peut faire ce genre de lancement. Après, l'idée, moi, j'aimerais de plus en plus, c'est d'aller chercher plus des domaines qui ne sont pas dans l'infoproduit et qui ont des vraies structures de business. Que vraiment, on a eu encore ce problème-là, c'est que tu vois, sur un business de crypto, par exemple, en Amérique du Nord, où on fait toutes les démarches, tout se passe bien, et au moment où il faut passer à l'action, en fait, les mecs sont pas structurés et sont pas très sérieux. Tu sais, c'est des mecs qui ont fait beaucoup de cash, qui ont beaucoup de cash, mais qui ne savent pas vraiment. Ouais. Ils ont pas d'organisation, en fait. Ils ont juste Ouais. trop de cash. Tu viens, tu leur dis, bah, on va faire un x10 sur ton cash pour faire un énorme événement, mais en fait, il n'y a personne derrière, tu vois. Genre, c'est pas structuré, il n'y a pas d'équipe, ils ne savent pas suivre des Gantt, tu peux pas t'organiser correctement pendant 2 mois pour vraiment bien tout faire, tout planifier, parce que c'est des gros événements et ça demande beaucoup d'organisation. Mm. Et donc souvent, ça nous pêche et on porte une grosse importance à faire une grosse due diligence maintenant avant de Et s'engager. tu as réussi à trouver des niches un peu, je sais pas, des cliniques qui vendent des trucs dans la santé et d'arriver à pousser ça? Pas encore, mais ça peut être une piste, ouais. Mm. Ouais, ah ouais, c'est carrément on aimerait aller là-bas. Ouais, parce J'ai, que en gros, sur du high ticket, tu peux aller bien sûr, pousser n'importe quelle niche en webinaire. l'exemple que je prends, c'est j'aimerais bien aller discuter avec le gars du marketing de Saint-Gobain en France pour faire une formation de poseur de vitres, tu vois. Et eux, ils ont du budget limité, tu vois. Et tu formes tous des mecs pour vendre en back-end leurs produits, et ça pourrait être carrément parti. Il y a une Ouais. question d'Eddy, on finira là-dessus. Il dit, j'ai fait mon premier mastermind avec Tonton Clovis, j'ai adoré l'expérience, mais pensez-vous que le physique c'est l'acquisition de demain? Je parle pas d'ici d'upsell ou de rétention, mais d'acquisition. Ouais. Euh,
je veux bien ton avis là-dessus et je donnerai le mien aussi parce que j'ai un mandat physique en ce moment qui est assez intéressant là-dessus. Ben, ouais, moi j'aime bien. Après, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être bon sur scène. Il faut avoir une vraie organisation. Comme tu disais, la plupart des infopreneurs sont très mal organisés, ils n'ont pas d'équipe et tout ça. Là, il faut être capable de pouvoir tourner dans certaines villes, faire de la scène, avoir voilà, une équipe qui te suit, tout ça. Donc oui, moi je pense qu'il y a un vrai avenir là-dessus, surtout qu'il y a peu de gens qui le font. Et quand tu vois aux US, moi j'avais pas mal bougé, US et Australie, et je vois qu'il y a des mecs, c'est vraiment leur funnel, c'est ça, c'est conférences gratuites, ils font venir 100, 200 personnes, et derrière ça close mais des trucs de fou, quoi. Même des offres à 20 000. Moi j'avais acheté un truc à 15 000, comme ça le mec je le connaissais pas, et c'est tellement intéressant, et tu vois directement, en fait, tu peux avoir beaucoup plus confiance en physique en digital, et donc il y a moyen de scaler plus fort, je pense, que sur du webinaire. Et j'ai l'impression que c'est un peu la next step, parce que vraiment aux US, il y en a, ils font que ça, quoi. Je vais Et, te donner c'est tellement c'est de plus en plus difficile de faire venir les gens sur du webi online que ouais, le physique, ça peut être un truc intéressant. J'avais fait 2 offres au Canada, donc je sais même pas si ça marcherait en France. Là, je te les pitch, tu me dis ce que tu en penses, que les deux étaient globalement pareils, le blueprint est la même. Ça, c'est une bonne nugget que je donne ici, c'est événement gratuit ou alors très peu cher. Globalement, on paye, tu as 30% de taux de show-up en physique, donc on achète 1000 leads, on loue la salle nous coûte 4-5 000, donc tu dois le prendre dans le budget d'acquisition. Sur cette salle-là, on fait une offre de 2 semaines avec 4 cours en physique qu'on charge 1000 $, remboursable s'ils viennent à tous les cours. Ah Donc, oui, s'ils viennent d'accord, à ouais. tous les cours, à la fin, on les rembourse. Ceux qui ne viennent pas, on garde. Et à la fin de ces 4 cours, c'est un peu comme le Tripwire, ils ont le quick win. Et là, derrière, on leur vend une offre à 15 000 sur 12 semaines. Ouais, Et ouais, c'est l'offre challenge d'Hormozy aussi. Mais c'est vrai que moi, je peux te donner la structure que j'avais vue en Australie, du coup, le ouais, truc que j'ai acheté. C'était euh, donc publicité. Ils te font venir sur une après-midi. Donc, ils te disent c'est une après-midi. À la fin des 2 ou 3 heures, ils te pitchent une offre à 1000 $. Pareil. Il y a certaines personnes qui la prennent. Ça permet de rembourser le truc. Et les plus chauds viennent le lendemain. Et le lendemain, tu as, je crois que tu as encore deux demi-journées. Et ils te pitchent l'autre à 5 000, 10 000, 15 000. ok. Et, ouais. Et ils te remboursent, je crois, l'offre à 1000 $ pour ceux qui l'ont acheté. Mais l'offre à 1000 $, en gros, c'est juste des cours en ligne. C'est de l'e-learning. Et ils te donnent beaucoup de trucs dedans, tu vois. Et après, l'offre, c'est plus mastermind et coaching. Ouais. Mais je trouve que c'était vraiment intéressant. C'est beaucoup de preuves, hein. Tu sais, dans la présentation, je pense 50% de la présentation, c'est des preuves. Il explique ce qu'il a fait avec ses clients, tu vois. Ouais, Et complètement. en fait, tu sais, tu as moins la pression de la rétention que tu peux avoir en ligne, où tu dois toujours donner de la valeur ou toujours faire des open loop non-stop pour que les gens restent. Alors que quelqu'un qui est dans une salle, il sort plus, quoi. Tu Sinon, l'as c'est mis pas dans la salle, et là, tu fais complètement. la propagande, et c'est vraiment la propagande à mort. Tu vois, c'est vraiment étude de cas, étude de cas, étude de cas, étude de cas, étude de cas. Donc, c'est ultra puissant, ouais. Ouais. J'avais écrit 2-3 pitchs aussi pour des personnes en physique, toujours au Canada, et où tu as les closers qui sont dans la salle avec des t-shirts de couleur qui font du setting pendant toute la journée, et à la fin du pitch, tu as les tables derrière, et ils se lèvent et ils vont closer. Et on en a un en juin, le 20 juin, là, au Palais des Congrès de Montréal, où on a 1500 personnes. Je commence à peine la présentation, là, c'est trop bien. Genre, t'es derrière sur ton GHL, tu regardes et tu vois les lignes arriver, bam, 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 tu vois les expressions sur les visages, mais je trouve ça. C'est bien, c'est bien. Ouais, Ouais, c'est les ça. gens se lèvent pour acheter et tout. C'est vrai que c'est fou, hein. Mm. Et là, Ouais. c'était closing en one-to-one. Les gens faisaient la queue. Et donc, il y avait 2 closers. Mm. Mais c'était vraiment préqualifié. Vraiment, les mecs qui arrivaient au closer, le gars, il prenait les commandes. Mm. Tu sais, c'est vraiment, ils inversent. C'est-à-dire, t'es pas en train d'acheter un truc, c'est eux qui choisissent s'ils te prennent ou pas. Donc, vraiment, on est dans un modèle candidature. Et ouais, c'est trop puissant parce que tu arrives là, tu es en mode oui, je veux le faire, oui, je suis qualifié pour le faire, tu vois. Mm. Et, Ouais, complètement. c'est trop puissant.
C'est un peu ce qu'on essaye de faire en France et parfois ça s'épuise. Mais tu sais, le côté tu pop-up, t'as une pop-up qui dit lui vient d'acheter, machin et tout. Bah, en fait, quand le mec se lève devant, et bien évidemment, quand on fait ça en physique, les 2-3 mecs qui se lèvent en premier, ils sont complètement dans la team pour créer cette émulsion. Et c'est assez Ouais. intéressant. Trop Ça, bien. c'est puissant, hein. Trop bien. Après, ça demande une organisation, ouais. Mais ça peut devenir un avantage compétitif, hein, c'est clair. Mm. Ouais, s'il y a des gens qui veulent faire des gros événements physiques en France, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je serais très content. Par contre, c'est énergivore et c'est très cher. Ouais, faut Le- avoir la capacité d'investissement et aimer ça, quoi. Mm. Mais ça peut vraiment créer, je pense, la scène, moi, j'ai jamais fait, tu vois, mais je pense que ça doit être une énergie, c'est Ouais. ultra porteur, quoi. Et en fait, tu viens chercher ton break-even en sponsor. C'est-à-dire que ta salle, elle va te Ouais. coûter 80 000. Tu vas dépenser, je sais pas, là, on est entre 150 et 200 par achat. Et en fait, tu viens, déjà, tu as tout un truc de pricing qui est très important, VIP, etc., etc. Et ouais, et en commandite, on appelle ça au Canada, donc des sponsors, quoi. Les mecs qui viennent acheter des stands et qui te lâchent un 5, 10 000 en business. Et là, tu viens essayer de break-even pour. Putain, si t'arrives à te break-even en sponsor, c'est pas mal, hein. Parce qu'il y en a Bah, beaucoup qui perdent de l'argent, hein. Moi, j'avais parlé avec, on pourra en parler en off, mais qui perdaient de l'argent sur les events, hein. ouais, complètement. Complètement. Ok, bon, bah, trop cool. On va se laisser là-dessus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. On était pas beaucoup, mais c'est cool quand même. Merci à tout le monde. Merci à toi, Olivier. Et on se Avec retrouve plaisir. la semaine prochaine. Ciao.